France Inter. It's morning edition from NPR News. MCT 實現嘅後時 حاليا براديو روزانا بباريس. Produce gente en la radio. Faut pas changer de radio. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour en Ukraine ce soir. Aujourd'hui, de 8h à 14h, il n'y avait pas d'électricité. Et maintenant, elle est coupée à nouveau jusqu'à 11h du soir. Au travail, c'est facile. C'est à la maison que c'est plus compliqué. Tous les miens sont enterrés à Donetsk. Ma mère, mon père, mes deux sœurs et mon frère. Et quoi, je les abandonne ? Bonsoir Michel Etchaninov. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe et rédacteur en chef de Philosophie Magazine, pour lequel vous avez traversé l'Ukraine pendant 15 jours. Le numéro est à paraître demain. Vous avez été de Lviv à Kharkiv. Et ce que vous en ramenez nous intéresse. Comment vous en revenez, vous aussi, nous intéresse. On a choisi de commencer cette conversation avec ces mots d'Ukrainien recueillis par Camille Manière cette semaine. Ça parle d'un vrai quotidien. Et ça résonne aussi, au fond, comme l'une des phrases de vos interlocutrices qui dit ceci: nous sommes en train de courir un marathon. Si on s'arrête, on perd tout. Et c'est valable aussi pour ces gens qui racontent l'enfer qu'ils ont vécu, l'enfer qui est leur vie aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que moi je suis allé rencontrer des intellectuels là-bas, des philosophes, etc. Mais j'ai aussi vu beaucoup de gens normaux dans les trains, dans le métro, dans la rue, etc. Et c'est vrai que chacun, en fait, pour des raisons différentes, a l'impression de courir un marathon. C'est-à-dire que ça fait 3 ans presque maintenant que les hommes de 18 à 65 ans ne peuvent pas quitter le pays, qu'il est difficile de prévoir les vacances, que les enfants, depuis 2014, ne connaissent que la guerre et quand ils vont à l'école le jour de la rentrée, leur première question c'est où est l'abri. Et donc chacun, à son niveau, dans sa profession, a l'impression effectivement que ça dure déjà très longtemps, mais que s'il s'arrête, tout s'écroule. Je posais la question tout à l'heure, Michel Etchaninov, je me disais comment vous en revenez vous y allez effectivement en philosophe, c'est des intellectuels que vous allez rencontrer, et c'est avec ces lunettes-là que vous allez aussi traverser l'Ukraine. Et vous le dites, vous l'écrivez, vous avez été confronté à la fatigue, la douleur, la ferveur, les malentendus, la culpabilité. Et vous, est-ce que votre vision de cette guerre, au fond, a basculé en rencontrant ces gens ? Elle a changé, parce qu'effectivement, j'ai posé à mes interlocuteurs toutes les questions qu'on se pose ici. Est-ce que vous êtes fatigué ? Est-ce que vous éprouvez de la haine ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et ce que j'ai vu, c'est beaucoup de ces affects, effectivement, qui sont durs, qui sont le fait d'avoir des proches sur le front, d'avoir des gens qu'on connaît qui sont morts, de pas savoir quand ça se terminera. Et en même temps, ce que j'ai vu, c'est comment ces affects négatifs peuvent se transformer en quelque chose de positif. Que la colère se transforme en courage. La fatigue se transforme en ténacité. La souffrance se transforme en résilience. Et en fait, j'en suis rentré un peu paradoxalement, mais très admiratif de ces personnes, ces Ukrainiens ordinaires ou pas intellectuels, etc., qui en fait ont réussi à transformer quelque chose de négatif, de dur, en une force vitale. Et donc j'en suis en fait revenu avec la conviction que c'est un pays qui a beaucoup à nous apprendre. C'est des gens qui savent traverser la souffrance avec une dignité, avec une force incroyable. C'est quoi le liut, justement, ou liut tout court d'ailleurs, qui semble résumer assez bien finalement ce que vous avez croisé sur votre chemin, et qui emploie ce mot qui effectivement est traduisible. C'est quoi le liut ? C'est un mot ukrainien qui est une sorte, un mélange de colère, de rage de vivre, d'indignation, qui fait qu'on n'a pas la haine, parce qu'on veut pas devenir comme l'ennemi, on veut pas haïr son ennemi, mais on trouve au fond de soi les ressources pour se dire il y a quelque chose à faire. Et par exemple là, ils préparent le retour des vétérans, ceux qui sont sur le front depuis plus de 2 ans et demi et qui vont revenir traumatisés, etc. C'est des gens qui ont cette force d'organiser les choses. Il y a une autre formule qui m'a beaucoup frappé, c'est essayer de faire les choses de manière adéquate. C'est-à-dire se préparer, être toujours là où il faut être pour finalement permettre à cette société de continuer de vivre, de créer, de produire. Il y a ce passage d'ailleurs, je me souviens plus qui vous dit ça, mais quand on s'interroge, parce que tout le monde s'interroge là-dessus, on a tous vu ça d'ailleurs à un moment ou un autre en passant en Ukraine, comment est-ce qu'on peut être à la fois sur le front et en même temps faire un cœur sur les cappuccinos à Kiev quand on est dans un bar et ailleurs. Et il vous dit, votre interlocuteur vous dit, mais c'est justement ça la force, en fait. C'est quand on est capable aussi de faire ça qu'on gagne quelque chose. Oui, alors c'est pas évident à comprendre, parce que c'est vrai qu'un soldat qui revient du front, quand il voit les cafés pleins, il peut se sentir mal. Et c'est se le cas. dire, pourquoi je fais ça ? Et donc, Miroslav Marinovitch, l'ancien dissident qui m'a raconté ça, il me dit, vous savez, moi, quand j'étais dissident, je regardais mon fourgon cellulaire qui m'emmenait en prison, je voyais des gens qui s'embrassaient, qui étaient heureux, et j'étais furieux. Et après, il se dit, mais finalement, si je lutte, c'est justement pour qu'on continue à vivre, pour qu'on puisse continuer à fêter Halloween, à aller au cinéma, etc. Et donc, cette
capacité aussi à vivre, c'est une manière de résister à ce que veut la Russie, c'est-à-dire que cette société s'écroule de l'intérieur. Et s'écroule de l'intérieur. On va y venir quand même aux vétérans, à la crainte aussi d'être enrôlés. J'ai juste une curiosité, Michel Etchaninov. Vous êtes évidemment russophone, et les Ukrainiens, ça fait longtemps, depuis le début de la guerre, qui sont russophones aussi d'ailleurs le plus souvent, et qui refusent de parler russe. Du coup, vous avez parlé en quelle langue? Est-ce que pour vous, on revient en russe, ou est-ce que vous étiez en anglais? Qu'avec mon niveau d'anglais assez pitoyable et ma méconnaissance de l'ukrainien, tous mes interlocuteurs ont accepté de me parler russe, sans répugnance. C'est-à-dire que pour eux, le russe, soit c'est quelque chose qui est très naturel chez eux, parce qu'ils le connaissent parfaitement, ils l'ont longtemps parlé, soit ils l'ont abandonné depuis une dizaine d'années, depuis le Maïdan, pour justement se réapproprier leur langue. Mais en fait, ils ont tous accepté de me parler russe parce que, comme ça, on pouvait essayer d'aller au fond des choses. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps avec chacun de mes interlocuteurs. On s'est beaucoup promené dans les villes. On a fait des choses, finalement. J'ai essayé de les suivre dans leur quotidien. Et en fait, c'est aussi la preuve que cette propagande russe qui explique que le russe est criminalisé, qu'on ne peut pas parler russe en Ukraine, c'est totalement faux. Moi, je suis pas ukrainophone, je suis russophone. Je parlais russe avec tout le monde et sans aucun problème. Alors vous disiez que effectivement il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il y a quand même un fil à tirer, un fil conducteur entre vos interlocuteurs. S'il y a une colère, c'est bien peut-être contre nous qu'elle est dirigée, contre les Occidentaux. En tout cas, chacun vous dit, à force d'envoyer l'aide au compte-gouttes, si on avait fait ça mieux, si on avait fait ça plus vite, on n'en serait pas là aujourd'hui. On entend même, et là aussi c'est Marinovitch qui vous dit, qui parle même de la naïveté des Occidentaux. C'est quoi la naïveté des Occidentaux en fait? D'après lui, d'après pas mal de mes interlocuteurs, c'est de croire qu'on peut dealer avec Poutine, c'est-à-dire qu'on peut adopter une logique gagnant-gagnant, c'est-à-dire finalement faire en sorte que le conflit se gèle et que la Russie ne soit pas humiliée, comme disait Emmanuel Macron il y a quelques années, et que ça se passe comme ça. Or, eux, ils ont la conviction que ça ne peut pas se passer comme ça, parce que le projet de Vladimir Poutine et de la Russie, c'est quand même de faire basculer le monde, c'est-à-dire finalement de montrer que les démocraties ont fait leur temps et qu'il faut passer à des nouvelles formes de régimes autoritaires et identitaires. Et ils savent qu'il ne s'arrêtera pas là. Et ils savent que la guerre hybride va reprendre de plus belle si jamais l'Ukraine signe quelque chose avec la Russie. Et donc, c'est vrai qu'ils sont parfois un peu en colère contre nous. Il y avait une de mes interlocutrices à Kharkiv. Je lui demandais, comme à tout le monde, vous êtes fatigué? Elle m'a répondu, c'est vous qui êtes fatigué. Vous êtes fatigué d'être démocrate parce que, en fait, vous ne vous rendez pas compte qu'il faut effectivement nous aider, non seulement à survivre au compte-gouttes, mais finalement à garder nos frontières, à puis que la société vive. Donc oui, il y a parfois une forme de colère, comme on disait tout à l'heure, cette forme de rage de vivre qui faisait que mes interlocuteurs parfois ne m'épargnaient pas en tant que Français en disant écoutez, en fait vous comprenez pas ce qui se passe, on est la sentinelle de l'Europe, on se bat pour l'Europe, Poutine ira plus loin si on le laisse faire, donc aidez-nous un peu plus. Et en même temps, dans le discours de Zelensky notamment, il y a des lignes qui ont bougé, notamment cette fameuse ligne-là, l'idée, on le dit pas aussi fermement que ça, mais enfin c'est ce que ça dit, on veut bien geler le conflit à condition que vous nous acceptiez dans l'OTAN. Enfin, il y a ce jeu de donnant-donnant. Donc ça veut dire quand même, au début de la phrase, et on l'entend depuis quelques semaines, qu'il y a l'idée qu'il faudra bien que ça s'arrête à un moment et que, contrairement à ce qu'on disait au début du conflit, ça ne s'arrêtera pas quand l'Ukraine aura récupéré l'ensemble de son territoire. Oui. Il y a la conscience de ça aussi, j'imagine, chez vos interlocuteurs. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que ces territoires vont sont annexés pour l'instant par la Russie, sont occupés en tout cas, que les Ukrainiens espèrent évidemment, comme je sais pas, la France avec l'Alsace-Lorraine, les récupérer un jour, mais que ça va être long. Mais la chose que j'ai vue le plus frappant, c'est que tous les Ukrainiens m'ont dit, on vit à côté d'un pays qui va pas disparaître, qui est la Russie, et qui continue de nous menacer. Donc comment faire pour vivre dans les années qui viennent, quand un armistice sera signé, une vie normale, mais en étant capable de nous défendre, c'est-à-dire de rester vigilant face à la guerre hybride. Après, il y a cette phrase au sujet de Zelensky que j'ai trouvée fascinante aussi, qui dit, vos interlocuteurs disent, il est enfermé dans un discours héroïque qui n'est plus crédible. Et en effet, on se souvient très bien de ce discours héroïque, ça marchait très bien. Ça marchait auprès des Ukrainiens, ça marchait très bien auprès de nous aussi. Et aujourd'hui, on a le sentiment que ça marche plus aux yeux des Ukrainiens, parce qu'ils ont bien compris ce qui est en train de leur arriver, mais ça marche plus à nos yeux non plus. Regardez ce qui se passe autour de nous. La campagne allemande en ce moment par exemple est tournée entièrement vers l'Ukraine. Quand on entend ce qui s'est passé en Roumanie ces derniers jours, on ne parle que d'Ukraine, on dit même maintenant c'est la paix, on n'en peut plus de cette guerre. Donc
l'Ukraine est aussi cernée de ces discours. Hein. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que les Ukrainiens, vraiment, ils ont un discours politique très libre. C'est-à-dire que c'est une démocratie, donc ils critiquent leur président, ils disent ils n'écoutent pas assez la société civile, ils changent pas de discours, il faudrait qu'ils puissent remplacer les hommes qui meurent sur le front par des technologies, etc. Donc il y a un discours très libre. Ils veulent une guerre à l'israélienne. Changer la société. Ils veulent une guerre à l'israélienne, pardon, ce que j'ai trouvé intéressant. Ouais. Alors, en fait, c'est-à-dire à la fois des hommes qui se relaient sur le front, mais une vraie guerre technologique en fait, à l'israélienne. Une guerre technologique, un service militaire qui dure longtemps et qui n'empêche pas la société de vivre. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant quand on va en Ukraine un peu longtemps, c'est de voir qu'en fait ils regardent le monde entier et ils cherchent des moyens de continuer à garder leur pays vivant et actif, mais en adaptant leur défense face à un ennemi qui est quand même agressif et qui va le rester longtemps. Et la crainte du front, elle existe vraiment. Enfin, quand on s'en approche aussi, il y a ça. Vous dites que ils disent que la société n'est pas épuisée, elle n'est pas divisée, ce qui est vrai. Et en même temps, dès qu'on s'approche du front, là pour le coup, c'est peut-être un autre discours qu'on entend. On entendait récemment les Américains dire de manière extrêmement froide, affreusement froide, le problème de l'Ukraine, c'est moins les armes que les hommes. Et il faudrait d'ailleurs demander à Zelensky que on enrôle les jeunes à partir de 18 ans. Et ça paraît tellement dingue de dire ça à un pays, au fond, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les Ukrainiens font la guerre pour que leur jeunesse, leurs enfants aient une vie normale. Et beaucoup sont prêts à sacrifier pour ça. Et donc, ils pensent que on peut pas envoyer un jeune de 18 ans sur le front avec des risques quand même très forts d'être tué ou blessé. Et donc, les Ukrainiens, c'est aussi une de leurs forces, ils veulent absolument que le cœur de la société continue de battre, c'est-à-dire que les jeunes puissent faire des études, que les jeunes entrepreneurs puissent travailler, etc. Et que finalement la société soit pas entièrement guerrière. Parce qu'en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils défendent vraiment un modèle d'une société justement vivante, avec des gens qui ont des initiatives, qui sont libres. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre effectivement aller sur le front et faire en sorte que la société ne s'essouffle pas, ne s'épuise pas. Il y a même des femmes qui sont prêtes à partir. L'une d'elles vous le dit d'ailleurs, et ce qu'on lit ici et là, c'est que si les femmes sont prêtes à partir, c'est aussi pour éviter que leur fils y aille. Et ça aussi, ça fait partie de la contribution qu'on fait au fond à son pays. Et à chaque fois, c'est des questions existentielles qu'on se pose. Parce qu'une femme qui m'a dit « je suis prête à partir », elle m'a dit « oui, mais le problème, une de mes collègues est prête à partir sur le front, mais elle a une vieille mère et des enfants. Donc si elle est tuée, eh ben, sa vieille mère se retrouvera seule et ses enfants aussi. Donc en fait, c'est tout le temps des questions existentielles que se posent très librement et très sincèrement les Ukrainiens, et ça m'a beaucoup touché. Il nous reste une petite poignée de secondes. Vous avez rencontré rapidement ce qu'on appelle des attendeurs. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais ils existent. Vous en avez rencontré un par hasard. Ça existe en Ukraine. Les attendeurs, ils attendent la Russie en fait. J'en avais vu à Odessa aussi il y a 2 ans, après le début de l'offensive majeure. C'est des gens qui vivent un peu dans le fantasme de l'Union soviétique. Ils disaient à l'époque, on pouvait aller pour quelques roubles au Kyrgyzstan ou à Moscou, etc. Et donc eux, ils disent pour l'instant on peut pas en parler publiquement, mais on est sûr que Poutine va gagner et on l'attend. Alors c'est vraiment 10% de la population, mais évidemment ils existent et les gens le savent. Michel Chaninov, merci beaucoup. Le numéro de Philosophie Magazine, il est à sortir demain pour lire votre, entre autres choses, vos 15 jours en Ukraine. Merci beaucoup. Merci à vous. La suite ce soir, ça se passe au Sénégal, ça se passe à la Biennale de l'art contemporain africain de Dakar, un lieu et un point de rencontre indispensable pour les artistes. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, il y a Christelle Rebière sous les radars. Et je vous raconterai l'histoire d'une grand-mère aux États-Unis qui cherchait son chat, mais c'est elle qui est ce soir activement recherchée. Le Monde à 18h50 et Franck Madvon. Bonsoir Franck. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Géorgie 2024, Ukraine 2014, on trace le parallèle entre ces deux crises. Et le cinéma en VO avec Corinne Pellissier. Corinne, bonsoir. Bonsoir, il a été voyou, poète, écrivain, couturier, mercenaire et même a fondé un parti nationaliste en Russie. Limonov est dans la place. L'adaptation du roman d'Emmanuel Carrère sort au cinéma aujourd'hui. Allez, à tout de suite tout le monde, le 18-20 de France Inter ne s'arrête pas là. La prochaine escale est pour New York, notamment avec Blasé, Eyes Comfortable. Il est franco-américain, il a grandi à New York, il joue tous les instruments. Blasé est dans la playlist de France Inter avec ce titre. Somebody, I feel I like someone, oh no, but I can't really tell. I don't know how I can say for sure. How do I know it's not a fake somebody? Hey, then it feels the same. I can see the things you do for me. I wish I could do the same, babe. I wish I could do the same someday, sometime. I'm not afraid to say that I do see you in a good light, babe. I wish
nice enough to smile. And one smack and made the ice melt down. I do see you in a good light, babe. I wish I could do the same sometime. I wish I could do the same sometime for you. Wish I could do the same. I sing deeply, 'cause it feels so nice inside. I could tell it's gonna take some time tonight. No one never sees to fight the fight. Sometimes this ice is comfortable when you sit down long time and you know I met someone cause who was nice enough to smile. And one smack and made the ice Bienvenue à Dakar, ce soir dans le reportage d'Un jour dans le monde. Bienvenue à la 15e édition de la Biennale d'art africain contemporain de Dakar, ouverte depuis le 7 novembre pour encore quelques jours. Des centaines de milliers de visiteurs pour voir cette vitrine du meilleur de la création artistique contemporaine africaine principalement, mais pas seulement. Le rendez-vous, en tout cas pour les artistes, il est incontournable. Je vous emmène dans le in de la Biennale, mais aussi dans les expos off qui méritent vraiment qu'on s'y arrête. Et le reste, c'est Juliette Dubois qui raconte. Dans l'ancien palais de justice de Dakar, les visiteurs enchaînent les selfies devant les installations colorées. Nous sommes à l'exposition principale de la Biennale de Dakar. Leila Adjovi est l'une des artistes exposées. Son œuvre autour du coton attire l'œil. Des milliers de fils entremêlés dans un couloir. Dans des salles à côté, des photos sont imprimées sur du tissu. Elle n'hésite pas à donner quelques explications aux curieux qu'elle rencontre. En fait, l'enjeu, donc, comme c'est de parler des coton-couteurs et du coton, d'imprimer du cyanotype sur une cotonnade qui est faite au Bénin, pour parler justement du fait qu'il faut qu'on transforme plus nos matières premières et le coton en premier, ça paraissait évident. L'affluence du jour, surtout des jeunes, émerveille la franco-béninoise. On s'est vraiment réapproprié ce lieu et on est vraiment content que ça se réverbère sur les publics et l'affluence, quoi. C'est génial. Leila avait envie de parler du coton depuis plusieurs années pour réfléchir au savoir traditionnel et à la transmission. En s'installant à la Biennale, elle s'est rendue compte que d'autres artistes avaient aussi travaillé sur le coton, comme la Sénégalaise Fatim Soumaré. On ne s'est pas consulté, mais je pense qu'il y a des résonances entre son travail et le mien. Il y a aussi de la résonance peut-être avec d'autres designers. Quand ça se passe comme ça, moi personnellement, ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'il y avait peut-être une idée ou un lot d'idées qui étaient là dans les airs et qu'on est plusieurs à en avoir attrapé un bout. Et c'est bien, ça permet de faire dialoguer des œuvres entre elles. Ça permet peut-être de créer des futures collaborations, on verra. Faire des ponts entre les créateurs, c'est aussi l'objectif du projet Piloa qui se déroule dans le off de la Biennale. 16 artistes venus de toute l'Afrique et de France se sont emparés d'une grande friche pour exposer leurs œuvres. Plusieurs soirées culturelles sont organisées chaque semaine. Ce soir, c'est cinéma. Les artistes sont en train de faire la décoration. Celui-là, je l'ai cherché. Bon, tu le mets où, ouais. Le collectif est à l'origine même de l'idée du projet Piloa. Et c'est Pascal Traoré, alias Nampé Manla, artiste ivoirien et co-créateur du lieu, qui nous l'explique. On savait tout de suite qu'après plusieurs tentatives, plusieurs décennies où on participe à ces biennales, on sait que le mécénat ne fonctionne pas, les entreprises ne sont pas prêtes à s'engager dans un projet artistique parce qu'ils considèrent qu'il n'est pas populaire. Donc on s'est tout de suite dit qu'il fallait qu'on trouve de l'argent et que les artistes devaient, s'ils étaient vraiment engagés à faire quelque chose, arriver à les convaincre de nous suivre dans cette voie, de mettre de l'argent sur la table. Et cet esprit de partage s'est prolongé quand les artistes se sont retrouvés pour installer leurs œuvres. Raïssa Hachem, designer de meubles éclairés franco-sénégalaise, a co-conçu l'exposition avec son ami Pascal. Elle a créé ses œuvres sur le site et elle a bénéficié de l'expertise des autres artistes. J'ai eu un problème avec cette table d'ailleurs et chacun tour à tour venait jeter un œil, oser plus ou moins selon l'intimité qu'on partage, proposer un conseil ou ne rien dire ou juste être assis à côté de moi. Il y a quelque chose de très intime aussi quand on délivre une œuvre. Il y avait un grand respect de ça, de la part de mes pairs. Pour les artistes venus de tout le continent, la Biennale de Dakar, la plus grande d'Afrique, est surtout une occasion de trouver des opportunités futures. Hippolyte Caboret est venu du Burkina Faso avec ses toiles et ses bronzes. Il expose pour la première fois au off de la Biennale dans un petit hôtel. Il n'a vendu que 2 toiles, mais la récolte de contacts a été bonne. L'essentiel, c'est d'être venu. C'est ça. Voilà. Donc, et du coup, en fait, généralement, c'est pas ce qui se passe pendant l'exposition qui compte plus.
mais ce qui viendra après. C'est ça. Voilà, donc dans l'ensemble, je suis satisfait, c'est bon. Les contacts, voilà. Oui, vous avez pris des contacts avec des galeristes, voilà, comme des clients aussi, donc on laisse là le temps faire, quoi. Des gens qui sont basés en Afrique ou en Europe ou partout? En Afrique, ici même déjà d'ailleurs, et à Paris aussi. Okay. Et voilà, donc je me dis que c'est déjà bien, quoi. Hippolyte est reparti au Burkina Faso en laissant ses toiles derrière lui pour l'instant. La 15e édition de la Biennale de Dakar prendra fin ce samedi. Juliette Dubois pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Christelle Rebière. C'est les gens qui se sentent exclus. Je suis convaincu que le vote pour l'extrême droite... Et cette voix, c'est celle d'une figure politique belge. Il s'appelle Didier Renders. Renders, pardon. Voilà. Je l'ai, pardon. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est sur le devant de la scène, ancien ministre des Finances, des Affaires étrangères et surtout ex-commissaire européen à la justice. Son mandat s'est achevé dimanche et dès hier, il a été rattrapé justement par la justice de son pays. Entendu par la police, son domicile perquisitionné à Bruxelles ainsi que ses résidences secondaires. Une enquête avait été ouverte contre lui en 2023, mais il a fallu attendre qu'il ne bénéficie plus de son immunité. D'après le quotidien Le Soir, il est soupçonné d'avoir blanchi de l'argent en le jouant à la loterie. Ainsi, il aurait acheté en cash durant des années des billets. Ces gains étaient ensuite versés sur son compte numérique avant de finir sur son compte à vue. Et c'est d'autant plus grave que Didier Renders a aussi été ministre de cette loterie nationale, justement. On ne connaît pas pour l'instant le montant des sommes en question, mais celui que l'on surnomme en Belgique Teflon Renders, pour sa capacité à résister à de multiples scandales, risque cette fois un coup d'arrêt à sa carrière politique. We should choose for our oil and gas. Et nous partons en Namibie avec pour la première fois une femme à la tête du pays. Elle s'appelle Netumbo Nandi-Ndaitwah et à 72 ans, l'actuelle vice-présidente représentante du parti au pouvoir, la SWAPO, a été élue dès le premier tour avec 57% des voix. Elle est apparue en robe longue de soie orangée, fines lunettes et chapeau assortis pour remercier ses électeurs. Durant sa campagne, elle s'est évertuée à faire rimer vieillesse avec sagesse. Elle a promis la création de 250 000 emplois dans ce petit pays d'Afrique australe de 3 millions d'habitants, riche en uranium, où près de la moitié des jeunes sont au chômage. Figure de la lutte pour l'indépendance, elle était passée par la Russie lors de son exil dans les années 70. L'indépendance avait été obtenue en 90. Son principal opposant du Parti des Patriotes, avec 25% des voix, conteste ces résultats. Les élections ont dû être prolongées à 2 reprises. Pénurie de bulletins de vote, problème technique avec les tablettes électroniques servant à vérifier l'identité des votants. Rappelons que la Namibie est classée par la Banque mondiale comme le 2e pays le plus inégalitaire au monde. Aux États-Unis, une grand-mère activement recherchée. Ça se passe à Marguerite, près de Pittsburgh, et cette femme de 64 ans serait tombée dans un trou alors qu'elle cherchait son chat. Le sol se serait effondré sous elle. À la surface, ce trou n'est pas plus grand qu'un couvercle, mais il cacherait en fait un gouffre de 9 mètres de profondeur qui correspond à l'emplacement d'une ancienne mine de charbon abandonnée. Une centaine de personnes participent au sauvetage, des experts miniers sont sur place, les médias aussi. Un autre trou a été creusé juste à côté. Les températures sont négatives, mais il fait chaud dans le gouffre, ce qui donne de l'espoir aux sauveteurs. Pour l'instant, seule une chaussure a été retrouvée. On dirait presque une fable, la vieille dame, le chat et la mine. Eh ben, vous nous raconterez l'épilogue heureux, on l'espère. Oui. Christelle, merci beaucoup. Vous repartez avec Aretha Franklin, You're All I Need to Get By. Ça date de 1971. C'est une reprise de Marvin Gaye. La version d'Aretha est dans la BO de Deadpool versus Wolverine, figurez-vous, le dernier Marvel qui est sorti cette année. Allez. Gonna
Aretha Franklin, You're All I Need to Get By sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le Monde à 18h50, c'est Franck Madvon. The world has changed. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, voilà une semaine que la Géorgie est le théâtre de manifestations quotidiennes. Le pays se prépare à une 7e nuit de mobilisation. Ce soir, vous nous dites pourquoi ce mouvement rappelle de plus en plus la révolte de Maïdan en 2014 en Ukraine. Ouais, la scène se répète chaque jour. Des milliers de Géorgiens rassemblés sur la place du Parlement à Tbilissi, la capitale, et une répression pas encore féroce, mais déjà brutale. Canons à eau, gaz lacrymogène, des centaines d'arrestations, dont désormais des leaders politiques. On l'a entendu dans le journal de 18h, des blessés, manifestants et policiers. Alors d'où est parti ce mouvement, Fabienne ? De la décision du nouveau pouvoir géorgien de reporter à 2028 les négociations d'adhésion du pays à l'Union européenne. Il y a au moins 2 problèmes. 1, près de 90% des Géorgiens veulent rejoindre l'UE. Et 2, le Premier ministre qui a fait cette annonce est considéré comme illégitime par une grande partie de la population. Il est membre du parti Le Rêve géorgien, au pouvoir depuis 12 ans, soupçonné par l'opposition d'avoir volé sa victoire aux élections de fin octobre. Mais le coup de force, il remonte à bien plus loin. Oui, au fil du temps, Le Rêve géorgien s'est engagé de plus en plus clairement sur un chemin pro-russe et autoritaire. Le parti a été fondé par l'oligarque Bidzina Ivanishvili, le véritable homme fort du pays qui a fait fortune en Russie. Ses liens avec le Kremlin ne font aucun doute. Son objectif non plus, prendre ses distances avec l'Occident, suivre la voie de Poutine. Cette année, le premier acte s'était déroulé au printemps. Le vote d'une loi sur l'influence étrangère, inspiré d'un texte sur les agents de l'étranger voté en Russie pour mater la société civile. La mobilisation populaire n'avait rien pu faire. Les élections seraient donc l'acte 2, mais l'acte 3, le gel du processus d'adhésion à l'UE, même si la perspective est lointaine, ne passe pas. Et le mouvement rappelle donc l'Ukraine en 2014. Un oligarque soutenu par le Kremlin qui veut couper les ponts avec l'Europe, entraînant des manifestations de masse, une répression de plus en plus violente, un mouvement qui prend de l'ampleur. Le parallèle est une évidence. En Ukraine, les manifestants de la place Maïdan à Kiev avaient fait chuter le président pro-russe Yanukovych. On connaît la suite. Intervention de Moscou, mobilisation anti-révolutionnaire, puis invasion de la Crimée, guerre du Donbass, jusqu'à l'attaque russe de février 2022 contre toute l'Ukraine. Et les Russes, Franck, aussi réveillent le souvenir de Maïdan. Pour Moscou, la révolte de 2014 était un coup d'État fomenté par l'Occident, un argument qu'on entend à nouveau aujourd'hui de la part des autorités russes et géorgiennes. Le parti au pouvoir à Tbilissi tente d'effrayer la population. Si vous vous tournez vers l'ouest, vous provoquerez la Russie qui pourrait nous attaquer comme en 2008. Il y a 16 ans, les chars russes en Géorgie furent le premier symptôme majeur de la dérive anti-occidentale de Poutine. Mais le mouvement de contestation géorgien ne s'essouffle pas. Des fonctionnaires se mobilisent, des diplomates démissionnent. La présidente Salomé Zourabichvili, qui tient un rôle avant tout honorifique, résiste au régime et rassure les manifestants. Le Rêve géorgien au pouvoir conserve toutefois beaucoup d'atouts. Une police aux ordres notamment, et bien sûr, une solide alliance avec Moscou. Franck Madvon, tous les soirs, dans Un jour dans le monde. Franck, merci beaucoup, à demain. Le mercredi, c'est le cinéma en VO, et c'est Corinne Pellissier. Moteur. France Inter. Un jour dans le monde. Is it true, Mr. Limonov, that there is only one thing you can write about, and that is yourself? Madness is about to begin. La folie est en train de commencer. Le rendez-vous en VO, c'est une adaptation, Corinne, celle du roman d'Emmanuel Carrère, Limonov, donc par le cinéaste russe le plus créatif du moment, Kirill Serebrennikov, que vous avez rencontré. Le film, donc, Limonov, la balade, évoque ce personnage très sulfureux, complètement hors norme. Il est mort en 2020 et pour ceux qui ne le connaisseraient pas, il avait un goût très très prononcé pour le chaos. Ouais, on regarde l'actualité, on pourrait dire que c'est assez amusant d'évoquer aujourd'hui précisément la figure de Limonov qui a été tour à tour écrivain branché, voyou, mercenaire, figure de l'underground, majordome et surtout agitateur en chef, incarné à l'écran par un Ben Whishaw à l'esprit punk, le nouveau Monsieur Q dans James Bond qu'on aurait aimé avoir encore un peu plus sauvage, encore
alors un peu plus cracra pour coller à l'image du Limonov porté dans le film par une bande-son à l'énergie très rock qui le rendrait presque cool, avec les Sex Pistols et Lou Reed en fil conducteur de ces années new-yorkaises sur lesquelles on s'attarde ici beaucoup et qui peinent à montrer toutes les facettes, les 1000 visages de ce personnage sulfureux, né en Ukraine, qui a vécu ensuite à New York, à Paris, pour terminer sa vie en Russie où il avait fondé en 93 le Parti national bolchevique, individu assez peu recommandable qui avait valu en 2011 le prix Renaudot à Emmanuel Carrère, mais avait fini bredouille au Festival de Cannes où Kirill Serebrennikov présentait le film en compétition l'année dernière. Peut-être parce qu'il avait choisi justement de se concentrer davantage sur la figure underground et rock'n'roll que sur l'animal politique. En tout cas, lui revendique ce parti pris. Il y a l'homme et le personnage du roman d'Emmanuel Carrère pour le cinéaste. Son film n'est pas une biographie, mais une adaptation. Этой фигуры возникают в зависимости от контекста. En fait, tous ces visages de Limonov, de cette figure importante, ont toujours dépendu du contexte dans lequel il évoluait. Aujourd'hui, depuis notamment le début de la guerre, c'est plus une figure de décadence littéraire. C'est plutôt un homme dont aujourd'hui on voit que les idées qu'il avait sur le monde russe se sont réalisées. Il faut dire d'ailleurs que Limonov était un homme, j'allais dire, de la guerre, c'est-à-dire qu'il l'avait pressenti, il y avait même pensé auparavant. Ce dont il rêvait, c'était que le capitalisme, le libéralisme s'effondre. Donc aujourd'hui, il est plus considéré, bien évidemment, comme une figure sociopolitique qu'avant que la guerre ne commence. On ne peut plus aujourd'hui véritablement parler de lui comme juste un écrivain avec une biographie extrêmement diverse. Mais pour moi, c'était ça l'important, justement. C'est un poète et c'était ça que je trouvais important. They call me an extremist, a fascist. But you know that is not true. Un film remarquable par sa mise en scène où l'on retrouve toute l'essence du cinéma de Serebrennikov, la nervosité, le rythme, les incrustations aussi parfois à l'écran et un traitement de l'espace-temps qui frôle parfois le génie, notamment cette scène qui vaudrait presque à elle seule d'aller voir le film, une succession de tableaux tout en plan séquence où le personnage traverse à la fois le temps et les décors. Et c'est un film, Corinne, qui a aussi connu un destin chahuté dans sa conception à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le tournage a démarré à Moscou, puis a dû se poursuivre à Berlin où Kirill Serebrennikov, obligé de quitter le pays, a fini par s'installer. Et quand on voit le résultat, même s'il reste parfois un peu à la surface, on se dit que le thème ici de l'artiste maudit en exil, finalement, ne lui va pas si mal. Comme Limonov, il a connu des aléas, des retournements de situation. Assigné en 2017 à résidence pour ses positions pro-LGBT après avoir bénéficié pendant longtemps des faveurs du pouvoir et aujourd'hui en exil. J'ai commencé le tournage du film à Moscou juste avant la guerre et j'ai dû le finir en Europe après le début de la guerre. Moi, j'ai pas eu la possibilité de réécrire le scénario. D'ailleurs, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est pas un film sur Limonov, c'est pas une biographie. C'est l'adaptation cinématographique du livre d'Emmanuel Carrère, donc c'est pas sur l'écrivain Limonov. Je dois vous avouer que pour moi, ça a été un des projets les plus difficiles que j'ai fait dans ma vie. Avec ce début de la guerre, j'ai perdu mon pays que j'ai dû quitter. J'ai dû trouver un endroit pour vivre, j'ai dû affronter les affres de la bureaucratie pour pouvoir continuer ce tournage qui a été particulièrement difficile, mais je ne veux pas que ça se voie à l'écran, je ne veux pas que les spectateurs le voient. Et ça me rappelle le film préféré de Patrice Chéreau, mon film préféré de Patrice Chéreau, La Reine Margot, où Isabelle Adjani vient se jeter aux genoux de Vincent Pérez et il lui demande mais pourquoi est-ce que votre robe est en sang? Et il lui dit peu importe que ma robe soit en sang, l'important c'est que j'ai le sourire aux lèvres. Limonov, la balade signée Kirill Serebrennikov, c'est au cinéma ce mercredi. Corinne Pellissier, merci beaucoup.